On dit que la Grèce compte 1 millier d'îles. En réalité, elles seraient au moins 3 fois plus nombreuses. Bienvenue dans ce voyage de découverte à travers la mosaïque des îles grecques. La Crète est le lieu de naissance de Zeus. Notre voyage commence à l'ouest, à Elaphonicie, se poursuit vers l'intérieur des terres, traverse le centre montagneux et rejoint l'extrémité orientale de l'île. C'est la région la plus méridionale d'Europe. La Crète, la plus vaste des îles grecques, s'étire d'est en ouest sur plus de 250 km. Cette contrée montagneuse, qui compte plusieurs sommets culminant à plus de 2000 mètres, est découpée de criques désertes, baignées d'une eau cristalline. Ici, la mer, souvent très agitée, creuse dans la roche des golfes escarpés. Mais elle sait aussi se montrer généreuse. Non loin d'Elaphonicie, Chrysanne Titekaki se faufile entre les brisants. Au creux des rochers, cette restauratrice recueille un ingrédient qui révèle toute la saveur de sa cuisine. Des cristaux de sel, un sel d'une qualité sans égale. Chrysanthi aime venir ici. Moi, sans la mer, je dépéris. Que ce soit l'été ou l'hiver, je ne supporte pas d'être loin de la mer. Rester enfermée, assise sur une chaise, c'est impossible pour moi. Je meurs. Chrysanthi est née dans la montagne, mais cela fait plusieurs dizaines d'années qu'elle vit sur la côte. Elle va à la mer tous les jours. Autrefois, elle accompagnait régulièrement son mari à la pêche. Aujourd'hui, elle récolte les autres bienfaits que lui réserve la mer. Le sel est ici particulièrement pur, et Chrysanthi le trie avec soin. C'est le sel le plus sain qui soit. Mon frère avait des problèmes de reins et normalement il n'avait pas droit au sel. Eh bien, son médecin lui a conseillé le sel marin, le sel naturel. C'est le sel industriel qui est mauvais, parce qu'il est plein de produits chimiques, tandis que notre sel de mer ne contient rien d'autre que de l'eau pure. Chrysanthi fait sécher le sel au soleil, puis elle le mettra en sachet pour la vente. Mais c'est surtout dans sa cuisine qu'elle utilise cet agrément si précieux. Il se retrouve sur les tables de son auberge, de même que d'autres ingrédients également issus de sa propre récolte. À son avis, c'est le sel qui fait toute la valeur d'un repas. Tous les produits que nous utilisons viennent de chez nous. Nous n'achetons rien. Le sel, l'huile, tout vient de chez nous. Juste derrière son auberge se dresse le monastère Moni Rissoscalitissa. L'endroit est porteur d'une étrange légende.
l'une des 99 marches qui mènent au monastère serait en or. Mais pour la découvrir, il faut avancer le cœur pur, vierge de tout péché. Qui ne voit pas la marche d'or a peut-être quelques fautes à se reprocher. Le nombre de visiteurs est ici étonnamment modeste. La peur de cette inquiétante révélation y est peut-être pour quelque chose. À quelques kilomètres de là, se trouve l'un des plus beaux sites de la région, les célèbres plages de la Phénicie. Si l'accès en demeure un peu laborieux, il n'en attire pas moins les sportifs et les amoureux du soleil. Plus à l'est, à quelques minutes en bateau le long de la côte bleue turquoise, s'ouvre un autre point de vue sur cette île montagneuse et déchiquetée, les fameuses gorges de Samaria. Au fil de l'histoire, elles ont souvent servi de refuge face aux armées ennemies. En leur point le plus étroit, appelé les portes de fer, elles ne font en effet que quelques mètres de large. Au-delà, des sommets qui peuvent atteindre 2400 mètres conservent des plaques de neige même en été. Pour trouver des moutons, il faut redescendre vers 1000 mètres d'altitude. C'est ici que l'on rencontre Kostas Giparis, berger depuis l'enfance, tout comme son père et son arrière-grand-père avant lui. Comme tout berger qui se respecte, je reconnais chacune de mes bêtes. Il y en a de bonnes et de moins bonnes dans un troupeau. Certaines ont bon caractère, d'autres moins. Parfois, j'ai l'impression que certains moutons me comprennent, qu'ils me soutiennent même. Quand il était petit, Kostas passait une bonne partie de son temps à s'occuper des moutons. Puis son père a eu un accident, et le jeune garçon âgé alors de 13 ans a dû assumer la responsabilité de tout le troupeau et les garder seuls dans les pâturages d'altitude. Je restais parfois un mois entier en hauteur, sans descendre au village. Il est à plus d'1 heure de marche, même quand on est rapide et qu'on a l'habitude de la montagne. Dans le temps, Kostas fabriquait lui-même son fromage, la Graviera. Aujourd'hui, il descend le lait dans la vallée et remonte avec des fromages qu'il stocke ici, dans son vieux mitato. Cette cabane d'estive en pierre sèche servait autrefois d'abri en cas de froid ou de mauvais temps. À cette altitude, les conditions de température et d'hygrométrie sont idéales pour l'affinage. Enfant, Kostas vivait ici avec son troupeau, se nourrissant de biscottes, de lait de brebis et de fromage, et de la force que lui prodiguait la nature. Le 23 avril, à Sigonia, le village natal de Kostas, célèbre la fête de Saint-Georges, patron des bergers.
Ce jour-là, tous les troupeaux sont menés vers l'église. Mais il se trouve toujours des moutons et des chèvres qui refusent de suivre le chemin indiqué et préfèrent aller voir du côté des routes barrées. Et donnent bien du fil à retordre aux bergers, même les plus chevronnés. La bénédiction est le moment clé de la journée. Avant d'entonner les litanies, le pope commence par bénir les bêtes. Puis vient le tour des bergers, qui embrassent le bouquet d'herbes aromatiques avec lesquelles ils seront bénis. Ce jour-là, tous les habitants de la commune sont réunis sur la place du village dès le matin. Le lait de brebis du jour fait l'objet d'une offrande. Des centaines de brebis sont traites et leur lait assaisonné et chauffé est distribué aux invités. À cela s'ajoute le pain sucré, une survivance de la part du pauvre. En ce jour de fête, même les moutons ont droit à une parure. Les cloches qu'ils portent ont été choisies avec un soin tout particulier. Les bergers disent qu'ils les instrumentent, pour un son plus solennel. Ce qui me plaît le plus ici, tout. Les montagnes, les rochers, le vent, l'horizon. Le sentiment de liberté qu'on éprouve ici, c'est vraiment unique. Il n'y a que moi et Dieu. J'aime cette idée. La route continue via les interminables chaînes de montagnes jusqu'à la côte septentrionale. Nous passons devant la petite ville côtière de Rethymnon avec sa vieille ville vénitienne et sa mosquée du XVIIe siècle, avant de repartir vers les hauteurs. Maroulas, un village de montagne de 120 habitants, quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Ici aussi, l'héritage vénitien est très présent, en dépit des nombreux tremblements de terre qui, au fil des siècles, ont frappé la région. Dans les collines alentours, Mariana Funti-Vassel est à l'œuvre. À 300 mètres d'altitude, elle cueille des herbes aromatiques. L'air pur de la montagne, l'absence d'industrie et de circulation leur confère une qualité toute particulière. Les chèvres le savent bien et s'intéressent de près aux mêmes herbes que Mariana. Pourtant, ces bêtes constituent moins une concurrence qu'une aide fort bienvenue. De tout temps, les humains ont observé les animaux dans la nature et étudié ce qu'ils mangeaient. Nous n'avons qu'à en faire autant.
Les animaux savent ce qui est bon pour eux. Et quand une plante est toxique, ils ne s'y risquent pas. Mariana est heureuse de vivre dans les montagnes crétoises. Ici, elle respire enfin, dit-elle, et trouve quelque chose qui est devenu très rare, des cadeaux de la nature. Mariana est née sur le continent, à Athènes, et a fait des études de psychologie à Paris. Mais cela fait maintenant plus de 20 ans qu'elle se consacre à la récolte des herbes sur l'île. Tout comme les humains, les plantes méritent notre respect et notre amour. Et nous devons les traiter avec gratitude et considération. Ainsi, elles nous offrent tous leurs bienfaits. C'est des anciens du village que Mariana tient son savoir sur les propriétés des herbes et des fleurs. Pour se soigner, il s'en remettait à cette médecine populaire bien avant que de savants médecins ne trouvent le chemin de cette contrée. Mariana extrait des essences bien spécifiques. Romarin contre l'asthme et la dépression, origan contre les poux et les douleurs menstruelles. La Crète est un véritable paradis botanique. Il faut bien se rendre compte que plus de 2500 sortes de plantes ne poussent qu'ici. Pour moi, cette île est une pharmacie naturelle. Nous quittons les hauts plateaux sauvages pour aborder une zone côtière nettement moins paisible. Héraclion, dit aussi Héraclio. Dans la mythologie, c'est ici qu'Héraclès captura le taureau crétois qui ravageait le pays et massacrait ses habitants. En dépit de son héritage historique, cette métropole insulaire surprend par son atmosphère moderne. Dans le langage populaire, la rue du 25 août porte un nom curieux, la rue de l'escroquerie. Les habitants assurent malicieusement que ce surnom ne doit rien aux nombreux établissements bancaires installés ici, mais plutôt aux airs de grande ville très animées qu'affiche Héraclion. À cela s'ajoute une particularité que l'on rencontre dans bien des villes touristiques des îles. Des instituts de beauté où les gens servent de nourriture à poissons. La fiche pédicure. De petits poissons s'affairent autour de vos pieds pour en grignoter les peaux mortes. Indolore et très efficace, paraît-il. Avec 300 jours d'ensoleillement par an, la vie à Héraclion se déroule surtout au grand air. Héraclion, 200 000 habitants, 4e ville grecque, n'était jadis que le quartier portuaire d'une métropole bien plus importante, située dans l'arrière-pays. Knossos. Il y a plus de 4000 ans, alors que dans le reste de l'Europe les humains vivaient encore dans des grottes, s'est développée ici la première civilisation évoluée du continent. Un palais de plus de 1000 pièces, des salles de bain chauffées par le sol, des temples et un système de canalisation. Plus de 10 000 personnes auraient vécu ici. Les Minoens étaient puissants et cultivés. Ils avaient leur propre écriture et une flotte impressionnante. Pourtant, leur règne s'est soudain effondré. Pourquoi ? Les scientifiques se posent encore la question. Nous
traversons le centre de l'île et ses chaînes de montagnes pour rejoindre la côte méridionale. Depuis Maroulas, nous avons rejoint Héraclion. Cap maintenant sur Matala, au parfum de scandale. Matala fait figure de Goa de la Méditerranée. Dans les années 1960 et 1970, de nombreux hippies ont cherché et trouvé refuge dans cette baie. Quelques années durant, ils s'y sont sentis plutôt bien, jusqu'à ce que la plupart d'entre eux se fassent déloger. Les nombreuses grottes creusées dans le grès de Matala étaient déjà peuplées à l'époque néolithique. Les Romains s'en sont servis comme lieu de sépulture. C'est dans les années 60 que les hippies s'y sont installés, faisant profiter tout le village de leur vitalité. Ces enfants du Flower Power, qui chantaient et se baignaient tout nus, étaient bien acceptés des autochtones. La baie entière vibrait de leur peace and love. Mais cela ne pouvait pas durer. C'était le temps de la dictature militaire, et la police a eu tôt fait de chasser les hippies. Mais Matala avait changé. Le village avait évolué, et le tourisme avait découvert ce village de pêcheurs. Les grottes sont devenues une attraction, et de nombreux restaurants ont vu le jour. Le village, naguère endormi, est désormais un haut lieu du tourisme, et les sorties de pêche sont devenues bien rares. Au pied du mont Ida s'étend la plaine de la Messara. Jadis grenier à blé de l'Empire romain, c'est aujourd'hui encore une région fertile. Au beau milieu des champs d'oliviers se trouve Zaros. Et voici l'homme qui fait la gloire de ce village, Antonis Stéphanakis, l'un des derniers luthiers crétois, une autorité en la matière. Antonis a déjà exercé bien des métiers. Il a été berger, routier en Allemagne, c'est pourquoi il parle volontiers l'allemand, menuisier, danseur, le tout avec un indéfectible enthousiasme. On ne peut pas faire d'instrument sans amour. On ne peut pas non plus jouer ni chanter sans aimer cela. Sans amour, on ne peut rien faire. C'est en Allemagne qu'Antonis a réalisé sa première lyre. Il avait tellement le mal de la musique crétoise qu'il ne voulait pas vivre plus longtemps sans le son de cet instrument. C'est alors qu'il s'est découvert une passion pour la lutherie. Ses créations, il les voit en rêve. Je rêve toujours de ce que je dois faire. Continuer, inventer. Je rêve de ce que je pourrais bien faire. Antonis est toujours à la recherche de bois particuliers. Un bois qu'il veut faire parler, chanter. Il lui arrive même de sacrifier pour cela une poutre de sa propre maison. Car celle-ci a été construite il y a plusieurs siècles avec des cèdres du Liban. Et ce bois donne un son incomparable. Antonis ne fabrique pas seulement des lyres, mais aussi des mandolines, des bouzouki, des violons et des luths. Des pièces uniques. Et parfois, le luthier a des inspirations. Une femme se tenait dans l'embrasure de ma porte. Quand elle est entrée, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Rien, juste regarder. Puis elle a dit, « Monsieur Stéphanakis, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Je lui ai demandé, « Et comment vous faites, vous ? Je vais te montrer. Comme ceci, comme ça et comme cela. Et maintenant à toi. » Je me tenais ici, comme aujourd'hui, et j'ai essayé. C'était formidable.
Antonis a pris cette vision très au sérieux et s'est mis à construire un luth. Comme dans le rêve, il l'a fabriqué avec une multitude de petits morceaux de bois. Au total, il y en a 16 000. 16 000 pièces de bois collées ensemble. Et le résultat est un son tellement exceptionnel qu'il a fait breveter la technique. Tant que je suis dans mon atelier, je ne pense à rien d'autre. Ni aux gens qui sont dehors, ni à ma famille. Non, je ne pense qu'à ma passion. Et voici sa première pièce. La lyre fabriquée en Allemagne avec du bois de poirier, il y a 40 ans. Depuis, il a construit des centaines d'instruments et il est devenu célèbre bien au-delà des frontières crétoises. Souvent, des groupes viennent me voir d'Amérique, des étudiants avec leurs professeurs. Moi, à la fin de leur visite, je leur dis « Ce qui compte dans le choix d'un métier, c'est l'amour. Il faut beaucoup l'aimer. » En tout cas, Antonis Stefanakis aime son travail, sa vie et la musique. Depuis la côte sud, nous avons fait route jusqu'à Zaros et atteignons maintenant la vallée d'Amari pour finalement quitter l'île via la pointe est, par Agios Nikolaos. La vallée d'Amari, vaste bassin fertile, célèbre pour sa fameuse huile crétoise. Des fouilles ont mis au jour des huiles de table de 3500 ans d'âge. C'est aux Crétois que l'on doit la culture des premières oliveraies. D'ici, les campagnes militaires des Grecs vont répandre dans tout l'espace méditerranéen l'art de cultiver les oliviers. Aujourd'hui, l'huile d'olive constitue, après les touristes, la plus importante source de revenus de l'île. C'est ici que Manolis Rarkoutsis lutte pour préserver l'olivier. Car ses compagnons et lui observent une tendance alarmante. Le nombre d'oliviers, notamment des vieux arbres, décroît rapidement. Il existe une loi qui protège les chênes, les platanes et les palmiers. Mais pour l'olivier, il n'y a rien. Pourtant, c'est un arbre ancestral. Il a offert beaucoup de choses aux hommes, depuis des milliers d'années. Notre civilisation doit énormément à l'olivier. Manolis est inquiet. En effet, de plus en plus d'arbres disparaissent. Parce que le bois d'olivier est très apprécié, parce que les oliveraies gênent des projets immobiliers, ou parce qu'on s'en sert comme bois de chauffage. Des examens en laboratoire ont confirmé que certains arbres de la région sont vieux de plusieurs milliers d'années. Mais il existe ici une méthode plus simple pour déterminer l'âge des arbres. Il suffit de mesurer leur circonférence. Ainsi, les protecteurs de l'environnement ont pu formuler une règle qui permet d'identifier et de protéger les plus vieux oliviers de Crète. Cette règle est la suivante. Quand 3 hommes adultes ne parviennent pas à encercler un olivier, cela signifie qu'il est très vieux et qu'il faut le mettre sous protection. Et au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que pour encercler certains arbres, il ne fallait pas 3 hommes, mais 30. De toute évidence, 11 personnes ne suffisent pas pour cet olivier. Il a donc au moins 3500 ans, c'est-à-dire qu'il a été planté par les Minoens.
Le comité de défense des oliviers félicite le propriétaire pour ce superbe exemplaire qui a bien failli être lui aussi victime de la scie. L'ambiance est à la conciliation, mais Manolis ne lâche rien. Chaque jour, des oliviers sont abattus pour servir de bois de chauffage, pour les besoins de travaux publics, ou simplement pour gagner des terres. Il faut absolument que des mesures soient prises. Sinon, dans 10 ans, ces arbres n'existeront plus qu'en photo. Nous achevons notre périple avec la partie la plus chargée d'histoire de l'île, le plateau du Lassiti. C'est ici que se situe le véritable berceau de l'Europe. Sur cette étendue toujours fertile, des scientifiques ont retrouvé des éléphants et des hippopotames fossilisés, ainsi que les traces d'une occupation remontant au néolithique. Dans la mythologie, le plateau du Lassiti a vu naître Zeus, le roi des dieux. C'est là un aspect bien particulier de l'histoire de notre civilisation. En effet, c'est sur l'île la plus méridionale de notre continent que Zeus, sous l'aspect d'un taureau blanc, a enlevé la belle Europe. Et ce n'est pas à l'île de Crète, mais à toute une partie du monde que la belle a donné son nom.